agricole. Ensuite, on fera une petite définition du biocontrôle et les différentes applications qu'on peut avoir en espace non agricole. Et ensuite, je vous présenterai également d'autres solutions alternatives pour la protection des plantes en espace vert et le rôle de la biodiversité dans tout le contexte de la protection des plantes. Alors tout d'abord, il faut partir d'un constat, donc ça c'est des chiffres de 2012, c'est que 5000 tonnes de pesticides chimiques étaient utilisés chaque année dans les jardins, les espaces végétalisés et les infrastructures, ce qui représentait à peu près 7% du tonnage total de l'utilisation en produits phytosanitaires, sur une surface d'à peu près 5%. Bien entendu, il y avait des dérives, notamment auprès des particuliers, comme on voit. On voit que ce monsieur a tout l'attirail nécessaire pour bien appliquer ses produits, et avec des usages qui n'étaient malheureusement pas souvent maîtrisés, comme par exemple le très célèbre double ou triple dose dans les jardins, qui constituait une source importante de contamination des eaux, notamment parce que la plupart du temps c'était appliqué sur des sols imperméables. Donc du coup, le législateur a décidé de prendre des mesures et qui sont caractérisées ces dernières années, notamment par la loi Labbé et la loi de transition énergétique. Donc qu'est-ce qu'elles imposent, ces deux lois? Ça va être, depuis le début de l'année, que les collectivités territoriales et les établissements publics n'ont plus le droit d'utiliser de pesticides chimiques pour protéger leurs espaces verts. Et pour les jardineries, ça va être l'interdiction de vendre les produits chimiques en libre service. Donc c'est pour ça que, par exemple, si vous voulez acheter le célèbre Roundup, vous devez demander à un conseiller vendeur pour qu'il vienne vous le chercher. Il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2019, les jardineries ne pourront plus du tout commercialiser de produits phytosanitaires chimiques pour la protection des plantes des jardins. Alors, il y a également des contraintes qui s'appliquent bien entendu aux professionnels des espaces verts, en plus de ces deux-là, bien entendu, notamment en termes de réglementation, avec bien entendu l'obligation d'avoir le certificat, qui peut être une grosse contrainte pour certains établissements, et également d'avoir tout un équipement qui suit derrière, comme notamment un local phyto, qui peut représenter des coûts assez importants. Et bien entendu, il faut également prendre en compte tout ce qui est ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Et fort heureusement, il y en a, puisqu'on va voir que certains produits peuvent être assez sympathiques. Donc là, je vous prends l'exemple du Revive, un produit de Syngenta qui est homologué pour lutter contre ce petit insecte, qui est quand même assez gros. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, cette charançon rouge du palmier, qui fait d'énormes dégâts dans le sud de la France. Donc c'est pourquoi, sur la promenade des Anglais, on voit certains palmiers un peu décimés été, parce que en fait, l'animal vient forer complètement le tronc de l'arbre et qui entraîne une mort assez rapide du palmier. Donc c'est un peu problématique. Et donc ce produit-là, qui est assez sympathique, qui est composé d'énamectine benzoate, il est assez efficace, bien entendu, mais il a aussi une belle petite panoplie de pictogrammes qui se caractérise notamment par de jolies phrases, comme peut nuire aux fœtus, susceptible de nuire à la fertilité, risque présumé d'effets graves dans les organes à la suite d'exposition répétée ou prolongée. Donc si vous voulez appliquer ce produit, moi je vous laisse le faire à ma place, il n'y a pas de souci. Donc là on comprend le rôle des équipements de protection individuelle, bien entendu, mais après bien entendu avec les produits phytosanitaires on a également d'autres contraintes, comme notamment les délais de rentrée. Donc là pour ce produit c'est 48 heures. Vous allez dire à Christian Strodi qui est maire de Nice qu'on va fermer la promenade des Anglais pendant 2 jours. Je ne suis pas sûr qu'il va être très content. Donc là, il y a des solutions alternatives qui existent, bien entendu, et on verra qu'elles sont un petit peu plus sympathiques. Alors on va passer au biocontrôle, donc avec une rapide définition. Donc le biocontrôle, ça va être en fait l'alliance de 4 grands moyens de lutte. Donc notamment les macro-organismes avec les insectes auxiliaires, donc là aussi vous avez une coccinelle. Les acariens, ça on ne sait pas, il y a des acariens qui s'attaquent aux plantes, mais également des acariens qui s'attaquent à d'autres acariens. Et les nématodes, donc, qui sont des petits vers microscopiques. Bon, on ne voit pas forcément très bien à l'image, ça se voit uniquement au microscope. Ensuite, on peut utiliser des micro-organismes, donc là, des bactéries, des champignons ou des virus. On peut également utiliser des médiateurs chimiques, donc là, ça va être tout ce qui va être phéromones, phéromones. Et enfin, des substances naturelles,
donc qu'elles soient d'origine minérale, comme le soufre, animale, du petit lait par exemple, ou végétale, avec par exemple de la lécithine de coltan. Alors on a également souvent entendu parler de lutte biologique. Alors est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la lutte biologique? C'est tout marqué déjà. La lutte biologique, en fait, c'est juste l'utilisation de macro-organismes ou de micro-organismes. Donc c'est juste une partie du contrôle. Donc maintenant, on va faire un rapide tour de ce qui peut être utilisé dans le cadre du biocontrôle en espace vert. Donc là, notamment contre les pucerons, je pense que je ne vous apprends rien, les coccinelles sont particulièrement recommandées. Après, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il faut bien... Oui, parce que quand on dit coccinelle, c'est la larve qui est la plus... Alors là, on va y venir, parce que bon, moi, vu que c'est un peu... je suis un peu un spécialiste de la coccinelle, donc on va voir. Donc là, une coccinelle particulière, on ne va pas s'arrêter à la coccinelle, puisqu'il y a environ une centaine d'espèces en France. Donc ça, c'est la célèbre coccinelle à 7 points, la bêta-bondieux, qu'on peut utiliser dans le cadre de la lutte biologique pour lutter contre les pucerons sur tout ce qui est plantes basses, plantes potagères, rosiers. Particulièrement efficace, puisqu'elle consomme à peu près 2 fois plus de pucerons que les coccinelles qui sont couramment utilisées en lutte biologique. Et également un petit peu plus jolie, puisque tout le monde la connaît. Alors, ça, c'est un de ses avantages certains. Une autre espèce de coccinelle, beaucoup plus petite, endémique également, la coccinelle à 2 points, qu'on remarque bien du coup. Et celle-ci, on va plutôt l'utiliser dans la lutte contre les pucerons qu'on va retrouver sur les plantes hautes, type arbre et arbustes. Pourquoi on va l'utiliser là? Parce que c'est tout simplement une espèce qui a l'habitude de vivre en haut des arbres et qui a développé des adaptations pour vivre dans ces milieux-là. Par exemple, la larve de la coccinelle à 2 points a une sorte de ventouse au stade larvaire, ce qui lui permet, lorsqu'elle tombe d'une branche d'un arbre, de pouvoir se rattraper à cette ventouse et pas descendre, et pas avoir à monter tout l'arbre. Parce que vous imaginez bien qu'un arbre de 5 mètres de haut, la distance pour une coccinelle est un peu démultipliée. Et donc là, on parlait justement des stades utiles. Donc là, ici, vous avez une larve de coccinelle, et donc là, c'est la larve de coccinelle à 11 points, en l'occurrence, qui va être la seule capable de consommer les pucerons jaunes du laurier rose, donc Apis neri. Pourquoi elle va être la seule? Parce que Apis neri est capable de métaboliser le poison qui est contenu à l'intérieur de la sève du laurier rose et de s'en servir comme arme chimique. Donc vous mettez n'importe quelle autre espèce de coccinelle, elle mourra. Celle-ci, non, elle fera le travail. La coccinelle à 11 points, Hippodamium decimnotata. On peut également utiliser d'autres insectes auxiliaires, donc là avec par exemple le tigre du platane, qui fait des dégâts sur les feuilles et provoque la chute en été. Donc là on peut utiliser des larves de chrysope, notamment Chrysoptera mucosina, avec d'assez bons résultats. Alors du coup, il y a quelques conditions à prendre en compte lorsqu'on veut utiliser des insectes auxiliaires. Tout d'abord, il faut respecter de bonnes conditions de traitement, comme on pourrait dire. Donc là, on va éviter d'appliquer les larves de coccinelle, par exemple, lorsque le week-end suivant, il annonce 50 mm de pluie, parce qu'en sachant qu'une goutte d'eau qui tombe sur une larve de coccinelle, ça fait quelques dégâts. On va également éviter d'appliquer des larves de coccinelle en présence de fourmis, en sachant que les fourmis élèvent les pucerons et les protègent. On peut avoir de jolis dégâts sur une population de larves, et là c'est assez radical. Vous faites l'expérience, vous mettez des larves en présence de fourmis, elles vont tout de suite arriver, les attaquer et les déchiqueter. Donc en présence de fourmis, on va préférer des adultes. Donc c'est une petite adaptation qui permet d'avoir beaucoup moins de pertes, puisque l'adulte avec sa grosse carapace, on va dire, rentre les pattes, rentre la tête, et attend que ça se passe, et ensuite les fourmis acceptent les coccinelles. En plus de ça, l'adulte a d'autres avantages, puisque les adultes fertiles peuvent pondre, et donc du coup on va avoir toute une population de coccinelles qui va se mettre en place par la suite. Également, on va éviter d'appliquer les insectes auxiliaires en plein soleil, donc d'une part pour éviter la dessiccation des jeunes stades larvaires ou des œufs qu'on pourrait utiliser, et d'autre part, quand on applique des adultes, vous imaginez, vous êtes une coccinelle, vous avez passé 3-4 jours dans un sachet dans le noir, vous voyez le soleil, vous avez qu'une seule envie, c'est de vous envoler. Donc là, en l'occurrence, on va éviter de faire ça. Alors quelques avantages et inconvénients des insectes auxiliaires. Donc les avantages qui sont immédiats, ça va être des comportements de chasse. Donc quand on sait que la plupart des insecticides qui vont être autorisés à l'avenir seront des insecticides de contact, et que les pucerons peuvent entraîner des boucles sutures et ainsi se protéger de ces insecticides,
Là, les comportements de chasse ont quand même toute leur importance, puisqu'on va avoir une efficacité quand même accrue dans le cadre de ces boursouflures. On n'a également pas de résistance possible, puisque lorsqu'on a une larve de coccinelle qui mange un puceron, le puceron ne va pas s'adapter, ça fait des millions d'années que ça marche comme ça. Pourquoi il en serait autrement à l'avenir? Autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un certificat pour appliquer des larves de coccinelle ou des coccinelles. Et enfin, il existe de nombreuses espèces endémiques qui permettent de contrôler la plupart des problématiques à l'heure actuelle qu'on peut rencontrer dans les espaces verts. Un inconvénient, ça va être l'importance des effets du milieu, comme on l'a vu, donc la présence de fourmis, la présence d'hypothétiques épisodes pluvieux qui pourraient suivre et qui pourraient mettre en péril le plan de protection des plantes. Il y a un coût qui est parfois élevé, mais ça, il faut prendre en compte la production de ces insectes. Il y a aussi une difficulté d'application et de conservation. Donc, par exemple, si on va appliquer des larves de coccinelle sur 300 arbres, et qu'il faut un sachet par arbre, qu'il faut prendre l'échelle, monter en haut, attacher les sachets de l'arbre, ça va être un petit peu plus compliqué que d'appliquer un simple insecticide même biologique, par exemple. Et enfin, il y a des contraintes liées à la biologie de l'animal. Donc là, tout à l'heure, on a parlé des chrysopes pour lutter contre les tigres du platane. Il faut savoir que l'adulte de chrysope n'est pas prédateur. Donc si vous faites des lâchers de chrysope, si vous avez des adultes, vous n'aurez pas de prédation, ce qui est normal. Alors ensuite, on va passer aux nématodes. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de l'imamélectine benzoate, le super produit au super classement. Là, ici, vous avez la solution 100% naturelle qui fait exactement la même chose. Les nématodes. Donc, pour le petit fonctionnement, ça va être assez sympathique. Le nématode rentre par les voies naturelles de l'animal, libère une bactérie symbiotique qui va digérer le charançon rouge de l'intérieur. Ensuite, le nématode va se multiplier à l'intérieur du digestat et va ensuite sortir de l'animal et attaquer de proche en proche les autres charançons rouges, par exemple. Donc ça, c'est une solution qui est très avantageuse parce qu'elle s'applique exactement comme on pourrait appliquer un insecticide, c'est-à-dire on fait une bouillie qu'on pulvérise. Voilà. Ça attaque que l'adulte? Non, ça attaque même essentiellement les larves, justement, qui forent. Voilà. Ouais, parce que c'est les larves en fait qui forent l'intérieur de l'arbre essentiellement et qui entraînent donc, le pourrissement de l'arbre. Alors les nématodes peuvent également être utilisés pour tout ce qui est insectes du sol, donc ver blanc, larve de hanneton, larve de thurinque également, ou les vers gris, tipules, noctuelles terricoles. Donc ce qui va être assez avantageux dans tout ce qui va être terrain de sport, golf et compagnie. Donc là, elle va agir exactement en fonction du même mode d'action et avec des efficacités assez impressionnantes. Contre le tigre du platane, toujours, alors là on va même plutôt l'appliquer à cette saison-là, en adaptation avec la biologie du tigre. Il faut savoir que le tigre du platane se cache à l'hiver sous les écorces du platane, donc essentiellement sur le tronc et les grosses charpentières. Et donc là, en appliquant le nématode sur le tronc et les charpentières, on va réduire considérablement les populations sur les platanes. Il y a également une application qui se fait sur la pyrale du buis. Cette fois-ci, elle est un petit peu plus compliquée. Elle nécessite d'avoir un adjuvant de traitement. Et ça peut marcher. Voilà. Il faut avoir un adjuvant. Ça peut ou ça doit marcher? Ça marche, mais il faut avoir un adjuvant. Moi, j'ai fait l'essai sans adjuvant, c'est une catastrophe. C'était le produit, comment il s'appelle? Capsanel. Ça, c'est pour les non commerciaux, hein, mais, oui, non, mais ça va être le nématode Srema caprocapsé. C'est une usine à gaz, hein, mais il faut pas qu'il fasse ça. Tout à fait. Les conditions d'application des nématodes sont assez compliquées. Même pour les autres cas. Pour les autres cas, oui. Alors, par exemple, pour le capsanel, le nématode Srema caprocapsé, qu'on pourrait utiliser pour lutter contre le charançon rouge ou contre la pyrale du buis, par exemple, ça va être des températures supérieures à 14 degrés et inférieures à 35 degrés. Ça va être la nécessité d'avoir un milieu assez humide. Et puis, pour le traitement, ça va être des contraintes un petit peu plus techniques. Donc, il ne faut pas avoir une pression de plus de 20 bar dans le pulvérisateur et pas de maille inférieure à 500 microns. Sinon, vous faites du steak haché avec une nématode. Voilà. Donc, on parlait de conditions à respecter. Donc, du coup,
Là, c'est l'humidité. Il faut tout le temps avoir de l'humidité. Donc, on arrose avant un traitement, on arrose après un traitement, on maintient humide pendant quelques jours. Ça va être les conditions de température. Donc, comme on l'a vu avec cette espèce-là de nématode, une plage à respecter. Et enfin, de ne pas traiter avec fort ensoleillement parce que ces organismes-là qui vivent dans le sol craignent énormément les UV. Donc, on va plutôt appliquer ce produit-là le soir, ce qui peut être problématique dans certaines applications. Alors les avantages des nématodes, ça va être de nombreuses cibles possibles et une facilité d'application, puisqu'elle va s'appliquer comme n'importe quel produit phytosanitaire. Ça va être une solution qui va être assez respectueuse de l'environnement, puisque pour les insectes du sol, on ne va pas avoir d'effet sur les vers de terre, par exemple, contrairement à un insecticide chimique, qui a un spectre assez large. On n'a pas de résistance possible non plus, et on a là encore pas besoin de certificat. L'inconvénient, ça va être des conditions d'application qui sont quand même assez difficiles parfois à avoir. Il y a parfois besoin d'adjuvants, donc là on va perdre l'utilisation, l'absence de certificats, puisque la plupart les adjuvants ont une AMM, donc on est obligé d'avoir un certificat. Et ça va être la durée de conservation. Alors ça c'est en train de changer puisqu'il y a des nouvelles formulations qui permettent de passer d'une durée de conservation de 6 semaines au réfrigérateur à 4 à 6 mois. Voilà. Donc c'est plutôt assez intéressant sur ce point-là. Maintenant, on va passer aux micro-organismes. Je ne vais pas m'attarder énormément là-dessus. On va parler du plus célèbre d'entre eux, le Bacillus thuringiensis, le fameux BT, donc qui est un insecticide qui est assez intéressant puisqu'il est sélectif des chenilles. Donc en fait, comment ça va marcher? Le bacille de Thuringe va avoir à l'intérieur de lui des cristaux qui contiennent une toxine spécifique des chenilles et qui va entraîner une rapide paralysie du système digestif et entraîner la mort de la chenille par septicémie assez rapidement ou par absence de nourriture. Donc ce produit-là est d'autant plus actif que la chenille est jaune, donc d'où l'intérêt d'avoir l'action un peu en amont. Et à côté de ça, donc, comme on disait, il est sélectif des chenilles, donc il n'entraîne pas de dommages sur les autres insectes auxiliaires et ni les abeilles. Voilà. J'ai entendu dire qu'il agissait sur toutes les larves. Pardon? J'ai entendu dire qu'il agissait sur toutes les larves. Ah, ça va être uniquement les lépidoptères. A priori, à Dijon, il y a eu un gros souci au niveau des abeilles, en fait, au niveau de la larve, parce qu'il y a eu beaucoup de pulvérisation et a priori, ça a détruit pas mal de ruches. Donc le BT sur les. Donc en application avec des ruches à proximité, par exemple. Je ne sais pas, mais oui, en tout cas, oui, ça fait souci sur beaucoup de stades larvaires. D'accord. On a quand même une très forte sélectivité sur les lépidoptères. Donc dans les programmes de lutte biologique, si vous voulez, on considère qu'il vaut mieux utiliser un classique BT. Alors après, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs souches, on va dire, de Bacillus. Et donc là, il peut y avoir en effet une mortalité. Là, ça va être essentiellement la sous-espèce Crustacea de mémoire. Pourquoi ils ne mettent pas d'autres produits dans les produits commerciaux qui peuvent peut-être intervenir? Après, il y a la problématique des adjuvants dans les produits commerciaux. Voilà. Donc après, à la base, le Bacillus est quand même très sélectif des lépidoptères. Après, j'ai pas eu de retour, mais il est possible. Hein. Voilà. Oui, c'est vaste les lépidoptères. Oui, non, mais tout à fait. Mais par rapport à l'intégralité, comme un insecticide, comme les pyrètres par exemple, qui va attaquer les coléoptères, les lépidoptères, les diptères et compagnie, c'est très sélectif. On est d'accord. Voilà. Donc les avantages des micro-organismes avec de nombreuses cibles possibles, puisque là il y a quand même du développement depuis de nombreuses années. Il y a là encore une facilité d'application. Il y a un coût qui va être assez intéressant aussi pour l'applicateur. Donc là, ça va être, en termes d'inconvénients, ça va être des produits avec autorisation de mise sur le marché, donc obligation d'avoir un certificat. Et on conserve également toutes les contraintes liées aux produits phytopharmaceutiques, donc notamment tout ce qui va être délai d'entrée. Donc tout à l'heure, je parlais de la pyramide du et de l'importance d'appliquer des méthodes de détection. Donc là, ça va être ce qu'on va pouvoir faire avec les phéromones. Donc avec les phéromones, on va distinguer différents types de piégeage, donc notamment ce qu'on appelle le piégeage de détection. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais la pyramide du buis, quand
il y a un gros vol, on le sait, et on a beau avoir la meilleure phéromone du monde, en général on va capturer maximum une centaine de papillons par jour avec une très bonne phéromone comme celle-ci. Et donc les 100 papillons qui seront capturés dans le piège, ça va représenter rien du tout par rapport aux 300 000 qui volent dans les environs. Donc là, ça n'a pas d'intérêt de multiplier, si vous voulez, les pièges à phéromones dans une zone. Un seul suffit et permet de détecter précocement. Donc moi, ce que je recommande en fait à mes clients quand ils ont des buis, c'est d'avoir un piège à phéromones. Lorsqu'on observe les premières captures de papillons, on sait qu'il va falloir être vigilant et d'ici les 10 prochains jours, voire pour appliquer un produit de traitement, donc soit du bacillus, soit une autre solution que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Vous dites qu'un seul suffit pour détecter ça, ok, mais quand on voit ce Copper, c'est lui qui fait parmi ces fiches techniques, si il nous demande d'en mettre quasiment à tous les buts, enfin j'exagère un peu, si on respecte, ça peut ça peut coûter cher, on est d'accord. Voilà. Mais moi, c'est pour ça que, sur une stratégie comme ça, l'important, c'est pas. Bon, moi, j'ai essentiellement des clients particuliers, mais quand on a même une grande propriété, on sait que si on en a dans le puits qui est à 200 mètres d'ici, le puits qui est à côté, il en a probablement. D'autant plus quand on a les seuls puits qui restent dans le massif, quoi. Voilà. Voilà. Donc après, il existe différents types de phéromones également. Donc pour la pyrale du buis, par exemple, ici, c'est la phéromone longue durée Ginkgo-Buxus qui, à l'heure actuelle, procure les meilleurs résultats, qui dure 8 mois en plus, donc qui permettent quand même malgré tout de faire des économies par rapport à l'autre charge. Après, il y a une autre stratégie qui est un piégeage un petit peu plus intensif, on va dire. Alors là, on a pris l'exemple de la mineuse du marronnier, qui est là aussi un petit lépidoptère qui nous embête. Le souci avec la mineuse du marronnier, si vous voulez, c'est que la larve vient se mettre entre les deux couches de la peau des feuilles, et ce qui fait qu'elle est totalement inaccessible à tout type de prédateurs ou de produits non systémiques. Vu qu'il n'existe à l'heure actuelle pas de produits systémiques d'origine naturelle, il n'y a pas trop de solutions à l'heure actuelle contre ça, hormis la mise en place de pièges à phéromones, donc avec une capsule de phéromones par exemple. Et on peut réaliser un piégeage un petit peu plus intensif en mettant double dose par exemple de pièges à phéromones. Donc pour un arbre isolé, on peut aller jusqu'à 2 pièges par arbre, et puis un piégeage un petit peu plus laxiste, on va dire, lorsqu'on a une belle alignée de marronniers, mais en ayant quand même une population de pièges qui soit assez importante. Ensuite, il y a une nouvelle solution là, qui est mise en place, c'est la confusion sexuelle donc dans les zones agricoles, avec notamment ce qu'ils appellent les phéroballs. Donc c'est des phéromones cireuses, on va dire, qui vont être appliquées à l'aide d'un paintball. Ça, c'est des stratégies qui peuvent fonctionner, mais uniquement sur des grandes échelles. Parce que, on va pouvoir perdre l'animal, si vous voulez, donc je ne vais pas préciser au début, mais la phéromone, c'est la molécule d'attraction sexuelle chez les insectes. Donc là, vous allez dire à tous les papillons mâles que vous avez de la processionnaire du pain, des processionnaires du pain femelles, bien entendu, dans la zone. Sauf que du coup, les femelles, elles, qui vont également émettre des phéromones, vont être un peu perdues dans tout ça, puisque les phéromones dans les billes, là, sont beaucoup plus concentrés. Le problème, c'est que si vous avez une petite zone, et forcément, ça ne va pas bien marcher, parce que vous allez toujours avoir des entrées de femelles à droite à gauche, et puis il y aura eu de la reproduction à côté, donc finalement, ça ne aura servi à rien. Donc voilà, ça c'est à préconiser plutôt sur de grandes échelles ou en milieu sauvage. Ça reste là encore assez cher. Donc les avantages des phéromones, ça va être de nombreux cibles possibles et une sélectivité importante, donc comme on l'a vu là, avec l'attraction des femelles, ça va être une molécule spécifique pour chaque espèce. Donc quand on a une phéromone pour la pyrale du buis, on ne va pas capturer la mineuse du marronnier par exemple. C'est pas ça intéressant. Dans les pièges, c'est pas la phéromone qui attire, mais je retrouve des qui est. Oui, alors là du coup, voilà, c'est l'odeur de putréfaction qu'il peut y avoir dans le piège, on est d'accord. Mais la phéromone en tant que telle n'attire pas du tout la mouche. Les inconvénients des phéromones, donc ça va être des solutions qui ne vont pas pouvoir être utilisées en tant que moyen de lutte uniquement, donc ça va être uniquement en complément d'autres solutions de protection. Ça va être des choses qui vont également nécessiter de la main-d'œuvre, parce que c'est pareil, hein, quand il faut aller renouveler une phéromone qui a une durée de vie, donc ça va dépendre, en général c'est de 4 à 6 semaines.
voilà, il faut quand même mobiliser du monde, surtout quand il y a, je ne sais pas, peut-être 100 ou 200 pièges à phéromones sur une commune. Ça va être un coût qui va être assez important aussi lorsqu'on a 100 ou 200 pièges à phéromones. Et on a également une petite problématique et également un avantage, c'est l'attraction uniquement des mâles. Donc pourquoi un avantage? Parce qu'on ne va pas attirer des femelles qui vont venir prendre sur nos végétaux. Mais malheureusement, on ne va pas être exhaustif dans le piégeage, on réduit uniquement les populations. Dernière partie du contrôle, ça va être les substances naturelles. Donc là, notamment avec le soufre et le phosphate ferrique. Donc le soufre qui est depuis longtemps utilisé pour lutter contre les maladies cryptogéniques. Et le phosphate ferrique, qui est un anti-limace à base de substances naturelles et qui n'entraîne pas de pollution pour le sol, contrairement au métaldéhyde qui était utilisé autrefois, qui est encore toujours utilisé malheureusement. Là, je vous ai fait un petit aparté dans les substances naturelles, c'est ce qu'on appelle les substances de base. Alors ça, c'est une certaine nouveauté, puisque l'Europe vient de les autoriser. Donc notamment, on va avoir des produits comme les lécithines, le bicarbonate, le chitosan, les orties donc en purin, les purins de prêle, qui vont pouvoir être utilisés à des fins phytopharmaceutiques, notamment pour lutter contre les maladies cryptogamiques. Donc là, on va voir les différents avantages. Donc les substances naturelles, il y a de nombreux sites possibles, parce qu'il y a de nombreuses substances naturelles, tout premièrement. Il y a également une facilité d'utilisation, puisque généralement ça se passe comme un produit classique, au pulvérisateur. C'est assez abordable, et il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les substances de base. Donc là, en plus, on a vu, le purin d'ortie, ça ne coûte pas excessivement cher, et on va pouvoir l'utiliser un peu à n'importe quelle sauce. Après, il y a également des inconvénients. Donc, pour certaines substances naturelles, comme le phosphate ferrique ou le soufre, on va être obligé d'avoir un certificat, puisque en général, c'est des produits avec des autorisations de mise sur le marché. Et pour les substances de base, là, forcément, c'est un peu le revers de la médaille. L'efficacité est là, mais elle va être assez moindre par rapport à des produits classiques. Alors bien entendu, toutes ces solutions peuvent être utilisées ensemble. Donc là, je vous ai pris en compte des stratégies globales de contrôle dans les espaces verts, avec notamment, alors là c'est dommage, on ne voit pas très bien. Donc ça, c'est un diagramme qui est issu du programme PETAL, donc pour la lutte contre le tigre du platane. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir allier l'utilisation de nématodes, notamment au printemps, donc par application sur le tronc et les champs fruitières, et de chrysopes en période estivale sur le végétal. Donc c'est des solutions qui sont complémentaires et qui permettent de réguler les populations de tigres. Et donc là, contre la pyramide du buis, on peut également avoir des stratégies globales avec tout d'abord le piégeage avec le piégeage à phéromones pour détecter, ça c'est une importance capitale pour la pyramide du buis, avec l'utilisation de nématodes, par exemple à certains moments donnés, notamment en fin d'hiver, et puis l'utilisation de bacilles de thuringe, qui est complémentaire également avec l'utilisation de petites guêpes microscopiques, donc on appelle des trichologrammes, et qui vont pondre leurs œufs dans les œufs de la pyramide, avec une efficacité de 90%. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent être notamment assez intéressantes dans le cadre du vol majeur, on va dire, au cours de l'été, donc celui où on observe justement les nuées de papillons. D'une part, on va réduire les populations d'œufs, et d'autre part, on va réduire les populations de larves, donc on aura beaucoup moins de dégâts que si on avait utilisé le BT tout seul. Là, je fais une petite aparté également sur la lutte contre les adventices, avec ce qu'on appelle les couverts aéropathiques. Donc là, ça va être la mise en place de plantes qui vont émettre des substances et qui vont inhiber le développement des mauvaises herbes, des adventices, dans les massifs. Voilà. Donc voilà pour cet avis de contrôle. Après, il y a bien entendu d'autres solutions alternatives. Donc on parlait de lutte contre les adventices. Ça va être essentiellement de la lutte physique avec l'utilisation de bâches pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Alors ça, c'est assez efficace. C'est beaucoup moins esthétique. Donc ça, c'est un peu dommage quand on fait de l'ornement. Et également, c'est un peu moins durable. Parce qu'en général, les bâches, c'est avec du pétrole. Donc là, moi, il y a une solution que je préfère, bien entendu, c'est le paillage avec des éléments naturels, donc du bois essentiellement, du béret par exemple, comme ici. Ce qui présente l'avantage, bien entendu, de retenir l'eau,
d'augmenter le taux de matière organique des plantes, de limiter l'enherbement. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à faire ça. Et en plus, c'est assez peu coûteux, puisque lorsqu'on est une municipalité, par exemple, on va avoir pas mal quand même de branchages à évacuer. Donc plutôt que de l'emmener à la déchetterie, il faut pas le broyer et s'en servir pour répandre sur le massif. Donc toujours contre les adventices, les solutions, on va dire, physiques. Donc on va commencer par les solutions thermiques, que moi je n'aime pas trop à titre personnel. Donc vous avez notamment tout ce qui est brûleur à gaz ou brûleur à vapeur. Alors pourquoi je ne les aime pas trop? D'une part, brûleur à gaz, ça peut être assez intéressant, mais en plein milieu de l'été, si jamais on a un épisode de désherbage à faire et puis que c'est un peu la sécheresse par chez nous, ça peut vite être assez dangereux, surtout dans le sud de la France. Et les désherbages à vapeur, j'aime moyennement aussi, parce qu'il faut savoir que quoi qu'il arrive, la chaleur va lever la dormance des graines, et donc assez rapidement on va avoir la nouvelle levée d'adventices. Donc là, à mon sens, la meilleure solution qui existe à l'heure actuelle, ça va être le désherbage vraiment physique avec des brosses ou des outils mécaniques. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais globalement, ça donne quand même plutôt de bons résultats. Les adventistes n'ont pas de graines. Alors, en fait, si vous voulez, alors je vais prendre un exemple. Ça fait combien de temps qu'on utilise des désherbants chimiques dans les cultures, par exemple? On va dire ça fait 50 ans. Alors depuis 50 ans, moi je suis fils d'agriculteur, donc par exemple mes grands-parents et mes parents ont utilisé des désherbants chimiques. Si les désherbants avaient vraiment une efficacité à long terme, on ne devrait plus avoir de graines qui poussent. En fait, dans le sol, il y a un stock granier qui est assez important. Les semences ont une très longue durée de vie, ce qui fait que c'est un peu un combat sans fin, quoi. Donc, à terme, voilà. Pour ça que pour moi, ces solutions-là sont un peu moins intéressantes, d'autant plus qu'elles coûtent malgré tout assez cher. Hein. Puis donc là, pour le gaz, on émet du carbone. Là également aussi, je pense, à moins qu'on ait des solutions solaires pour faire bouillir de l'eau, mais voilà, ça va être assez limité, quoi. D'autres méthodes de lutte physique, alors là, contre les insectes et les animaux dans les espaces verts, donc ça va être notamment l'utilisation de buis arboricoles, alors que moi j'aime pas trop, pour lutter par exemple contre les fourmis. Alors si jamais on a un beau tilleul avec plein de pucerons et qu'on a une population de fourmis assez impressionnante, en sachant que les fourmis vont descendre et monter sans cesse de l'arbre pour les protéger du puceron, on peut mettre de la glu un peu en préventif pour éviter ça et faciliter le lâcher de coccinelle. Donc là, on a le célèbre piège-collier contre la processionnaire du pain, donc qui est à l'heure actuelle un des meilleurs moyens pour éliminer les populations de chenilles d'un arbre, puisque lorsque c'est bien mis, bien installé, on a une efficacité de 100%. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de trou. Vous avez un seul trou dans l'arbre, la chenille va descendre, et dès que vous en avez une, toutes les autres suivent. Et donc ensuite, là, contre tout ce qui va être un peu campagnol, ça va être des problématiques un petit peu plus de moindre intérêt, je pense, en espace vert, mais malgré tout, ça peut être le cas dans certaines zones. On peut utiliser des pièges physiques, des pinces, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça marche très bien. Alors là, le rôle de la biodiversité dans tout ça, il n'y a pas de mystère, il va être assez important. Donc là, ici, je vous ai mis que des animaux qui ont un rôle d'auxiliaire assez important. Donc voilà, je pense que vous en connaissez 2-3, hein. Donc les hérissons, les chauves-souris, les anges, les moineaux, les chouettes pour contrôler les rongeurs. Et puis également, donc là-haut, ce qui ressemble un peu à une abeille, c'est pas une abeille, hein, c'est un cirque, donc c'est une petite mouche dont la larve se nourrit avec voracité de pucerons. Donc d'où l'intérêt, lorsqu'on réalise des espaces verts ou lorsqu'on entretient des espaces verts, d'avoir beaucoup d'espèces florales, et ça tout au long de l'année, puisqu'elles vont attirer un grand nombre d'insectes auxiliaires. Donc notamment on a parlé des cirques, mais également des coccinelles. Il faut savoir que les coccinelles, lorsqu'elles n'ont pas de pucerons à manger, elles vont aller manger du pollen ou du nectar. Alors ça c'est uniquement vrai pour les adultes. Donc ça c'est d'autant plus intéressant lorsqu'on fait un lâcher de coccinelles et qu'on veut essayer de les maintenir. Donc pour une collectivité, je pense que ça représente quand même un certain coût. Si on pouvait les retrouver d'année en année, ça serait assez intéressant pour contrôler les populations de pucerons à l'avenir. Vous avez des soucis avec les coccinelles chinoises? Alors la coccinelle asiatique, là ça va être un petit problème. On pourra y revenir peut-être à la fin parce que ça va sortir un petit peu du cadre.
Donc les espèces florales vont également avoir l'intérêt de pouvoir abriter aussi des espèces de pucerons qui vont permettre le développement de petites guêpes qu'on appelle des parasitoïdes et qui vont également contrôler les populations de pucerons. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis deux petits exemples d'auxiliaires qui peuvent être utilisés. Donc la mésange et la chauve-souris. Donc, par exemple, il faut savoir qu'une famille de mésanges va pouvoir consommer jusqu'à 500 chenilles processionnaires par jour en période de nidification. Donc c'est assez énorme. Et les chauves-souris, elles vont s'attaquer aux papillons de la processionnaire la nuit. Je dis ça pour la processionnaire, mais ça peut être à peu près pareil pour d'autres espèces problématiques. Donc là, on va encore prendre l'exemple de la pyrale du buis. On a commencé à observer les premiers restes de pyrale du buis dans les crottes des chauves-souris, et puis les mésanges, ils goûtent un peu, et les moineaux aussi essentiellement. Donc là, pour favoriser l'implantation de ces animaux-là, on va pouvoir mettre en place des nichoirs ou des gîtes à chauves-souris. Voilà. Alors, sans garantie que le nichoir soit occupé par l'espèce qu'on souhaite. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire qu'il y a quand même de nombreuses solutions possibles pour éviter d'utiliser des produits phytosanitaires chimiques, et que toutes ces solutions-là peuvent être utilisées ensemble de manière à bâtir des stratégies globales. Là encore, je souligne l'importance un peu d'une gestion différenciée avec des espaces un petit peu plus, un petit peu moins traités, où on va dire que la nature reprend un peu ses droits pour favoriser le développement de la biodiversité, qui elle aussi a un rôle très important dans le contrôle de nombreux ravageurs, et pour à terme essayer d'arriver à avoir un équilibre qui va être forcément à un certain moment donné défavorisé par rapport à telle ou telle espèce. Mais là justement, lorsqu'on aura atteint cet équilibre-là, on pourra appliquer des solutions biologiques et avoir un équilibre beaucoup plus durable. Voilà. Donc, ce qui est plutôt assez intéressant. J'en ai fini avec cette rapide présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout à l'heure, on parlait de la coccinelle asiatique, je crois. Alors là, je peux peut-être vous renseigner un petit peu. Alors, la coccinelle asiatique, c'est un gros problème, puisque il y a des producteurs d'insectes qui ont eu la merveilleuse idée d'utiliser cet insecte-là, parce qu'il était très facile à produire et consommait quand même beaucoup de pucerons. Alors, par rapport à la coccinelle à 7 points, la bête à bon Dieu, c'est en deçà. Par contre, oui, c'est vrai qu'elle était assez vorace par rapport à la coccinelle à 2 points. La coccinelle à 2 points qui est une petite coccinelle qui va manger à peu près 2 fois moins de pucerons que la coccinelle à 7 points. Le problème, c'est que la coccinelle asiatique, c'est très bien plus chez nous, et un peu trop. Et l'autre souci, c'est que lorsqu'elle n'a plus de pucerons à manger, elle va s'attaquer aux larves de coccinelle européenne. Donc ça, c'est un gros problème. Et en plus de ça, elle peut transmettre aux coccinelles européennes des maladies. Ça va être des microsporidies, ça va être des champignons en fait à l'intérieur de l'animal qui vont être assez... ça va pas tuer l'animal, on va dire, mais ça va dégrader ses capacités de reproduction ou de survie, quoi. Allonger son cycle de développement. Voilà. C'est pas très facile à mesurer, il n'y a pas eu de grosse étude dans ce sens-là, mais bon, je tiens ça de confidence d'une chercheuse qui travaille dans ce domaine-là. Ah bah ça c'est mes sources. Voilà. Oui. Moi j'avais une question sur la spécificité des petits vers, des nématodes. Ouais. Quand vous parlez donc le nématode pour telle larve d'insecte, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité? Donc c'est une espèce de nématode contre une espèce d'insecte ou c'est pas spécifique? Non, on va avoir un spectre quand même malgré tout assez large, notamment sur les espèces du genre Sternonema. Ça va être essentiellement sur tout ce qui va être lépidoptère, coléoptère. Ça représente déjà quand même un peu de monde. Après, il y a certaines espèces qui sont plus spécifiques que d'autres, notamment contre le ver blanc. On va utiliser une grosse espèce de nématode, Heterorhabditis bacteriophora. Ça marche. Et donc là, on aura moins de dégâts en fait, en utilisant telle ou telle espèce. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien connaître la cible. Mais après, c'est vrai qu'on peut avoir des effets non cibles
de la même manière qu'un insecticide conventionnel ou même biologique, hein, parce que c'est pas parce qu'un insecticide est biologique qu'il est moins néfaste. Là, je prends par exemple le cas des pyrètres naturels. On regarde en général les classements, c'est bien classé, quoi. C'est pas un produit anecdotique. Anodin, pardon. Voilà. Et là, dans votre tour d'horizon un petit peu de la vie biologique, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites aussi sur l'importance des mycorhizes et sur le fait que les mycorhizes puissent synthétiser des antibiotiques, alors je ne sais pas sur les parasites, mais plutôt sur les maladies, mais il y a des recherches aussi là-dessus, ça rentre dans le cadre de la vie biologique? Il y a beaucoup de recherches sur les mycorhizes, ça ne va pas forcément être dans le cadre de la vie biologique, plutôt pour dans tout ce qui va être pour de la résistance au stress biotique et abiotique. Ça va être complémentaire, on va dire. Par contre, il y a énormément de recherches aussi sur les champignons dans le cadre de la vie biologique, hein, notamment tout ce qui est trichoderma. On a beaucoup de produits qui vont ressortir d'ici les prochaines années. Et alors, toujours dans le thème, est-ce qu'on fait de la recherche sur là? J'ai vu qu'il y avait un produit pour lutter contre la pyrale du buis où on utilisait en fait des pyrales à tous les stades, hein, œuf, larve, adulte. On fait macérer dans de l'alcool et après on fait une teinture mère qu'on va diluer et on va appliquer de façon presque à vacciner le buis, c'est-à-dire à lui faire reconnaître une molécule et après donc il y aura l'élicitateur qui luttera contre la pyrale. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, parce que c'est une voie d'avenir. Sur les éliciteurs, oui. Après, ça va peut-être plus être au niveau fongique. Là, par rapport à ça, les décoctions, on va dire, de pyrale, c'est un peu plus... Bon, je ne m'oriente pas trop là-dessus, parce que c'est pas forcément... Ça sort un peu du cadre légal, on va dire. On n'a pas forcément le droit de faire ça. Après, en tant que particulier, on fait ce qu'on veut, c'est sûr. Après, oui, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, je n'ai pas de connaissance de l'efficacité à ce niveau-là. Donc c'est des choses qui sont un petit peu plus problématiques avec les insectes. Après, sur d'autres problématiques, oui, il y a beaucoup de recherches sur les éliciteurs. Même si moi-même, je ne fais pas partie du monde, voilà. Mais globalement, c'est quelque chose qui va se développer d'ici les années à venir. D'autres questions? Les jeunes, parmi nous? Je sais que vous avez préparé quelques questions avec votre enseignant ce matin. Ah bon? Avec M. Triboulet? Ah bon? Votre question? Ah, Caroline. C'est vous qui les produisez, les insectes, vous produisez tout Alors, nous, on ne produit pas tout, parce que bon, faut bien imaginer qu'avec un an d'existence, on ne peut pas avoir une capacité de production comme nos concurrents qui ont 30 ans d'expérience ont. En plus que nos concurrents n'ont pas les mêmes moyens que nous. Après, là, on produit 3 espèces de coccinelles à l'heure actuelle, on en produira 5 normalement l'année prochaine. Et ensuite, on se fournit chez d'autres fournisseurs pour d'autres solutions, il n'y a pas de souci avec ça. Après, il y a d'énormes spécificités aussi en fonction de telle ou telle espèce, le marché est assez complexe. Voilà. J'imagine que ça vous demande beaucoup de réactivité aussi quand on voit apparaître la vitesse à laquelle apparaissent de nouveaux ravageurs, soit avec le réchauffement climatique, soit avec les échanges, la mondialisation. Ça demande une réactivité importante aussi pour trouver. Alors, vous disiez par exemple que la nature, par exemple, il n'y avait pas de. La coccinelle mangeait toujours le puceron, mais vous avez donné l'exemple aussi du puceron qui était capable de se rendre toxique pour son ravageur. Donc en fait, il y a une évolution quand même. Peut-être qu'il n'y a pas d'accoutumance au départ, mais l'évolution fait qu'il va y avoir une défense qui va se mettre en route. Et là, en ce moment, ça va très très vite. Donc vous, ça vous demande une réactivité, j'imagine. Oui, alors en sachant que là, à l'heure actuelle, la réactivité est essentiellement... c'est très compliqué la lutte biologique. Là, je parle de lutte biologique et pas forcément de contrôle. Parce que quand vous avez un organisme exotique comme la pyrale du buis qui arrive en France, par exemple, la première chose auquel on pense, c'est d'aller chercher
un prédateur exotique de l'animal. Le souci, c'est que maintenant, on est un peu vacciné de faire ça avec la coccinelle asiatique, justement. Donc il y a d'énormes contraintes à faire ça, ce qui est globalement, je pense, tant mieux. Après, donc il faut tester toutes les solutions qu'on a en main à l'heure actuelle avec ce qui existe en fait déjà, mais on ne peut pas forcément être très proactif parce que qu'est-ce qui va nous dire que c'est telle espèce-là et pas telle espèce-là qui va venir en premier, voilà. C'est assez délicat. Par contre, on essaye toujours de trouver des problématiques et des solutions, quoi. Donc là, moi je travaille essentiellement avec de la coccinelle parce que la coccinelle, c'est un insecte que j'aime bien et voilà, c'est le problème de la coccinelle. Alors il faut savoir que toutes les espèces ne mangent pas que des pucerons, hein. Il y a d'ailleurs bien d'autres espèces qui ne mangent pas de pucerons du tout, notamment des cochenilles, des aleurodes, des acariens. Et donc là, ça va être potentiellement un axe de développement vers des solutions, on va dire, locales pour lutter contre des problématiques assez importantes. Avec des solutions qui sont proposées jusque-là, qui sont plus souvent exotiques. Donc la proactivité est un peu délicate et ça demande beaucoup de développement. Quel que soit un élevage d'insectes ou une production de bactéries ou de nématodes, ça demande beaucoup de développement et un peu de moyens quand même. Voilà. Donc la proactivité, malheureusement, n'est pas forcément possible dans l'immédiat. Moi j'ai une question par rapport au coût des boîtes du coup. Alors des boîtes, pardon Les coûts des boîtes d'insectes. De coccinelle, ouais, par exemple. Et comment vous estimez la quantité à mettre dans une mairie, par exemple, qui fait appel à vous? Alors là, c'est toujours un peu problématique. Alors, comme je dis, donc, par exemple, moi-même, juste un client particulier, par exemple, on a des doses qu'on utilise assez généralement. Ça va être 20 coccinelles adultes, par exemple, pour un grand arbre. Voilà. En sachant que la coccinelle adulte, comme je disais, va se reproduire, et donc on va avoir un effet assez rapidement. Il y a une problématique qui est un petit peu plus difficile à prendre en compte, c'est la nature de l'infestation. On est d'accord que si vous avez 100 000 pucerons sur une plante, ou si vous en avez 5 ou 6, ça ne va pas être la même quantité de coccinelles à répandre. On ne verra pas la même efficacité. Donc là, le souci, c'est justement de connaître un peu les populations. On va commencer avec un lâcher classique, donc comme je disais, adulte par arbre par exemple, et puis après, si jamais ça ne marche pas, on dit qu'il faudra appliquer d'ici 10 jours. Voilà. Mais globalement, c'est justement des choses qui ne sont pas très évidentes et qui demandent aussi des plans de développement quand on met en place une nouvelle espèce, voilà, pour connaître les doses. Et après, il y a encore un autre côté à prendre en compte, c'est qu'en général, les insectes auxiliaires sont surtout utilisés dans les serres, parce que ça constitue des milieux fermés, et donc c'est beaucoup plus, je ne vais pas dire facile, parce que c'est quand même malgré tout pas évident, mais les effets sont beaucoup plus visibles en espace clos, quoi. En milieu ouvert, on va devoir augmenter les doses en général. Donc, en termes de coût, c'est un petit peu plus important. Alors après, il faut relativiser aussi les choses. Quand vous avez un tilleul qui est infesté de pucerons, s'il est en plein milieu, enfin s'il est un peu isolé au milieu d'un rond-point par exemple, ou s'il est sur des pierres tombales dans le cimetière, ça ne va pas être la même problématique, parce que quand vous avez du miellat de pucerons qui tombe sur des tombes blanches, c'est pas forcément très agréable pour la famille de voir une tombe toute noire, quoi. Donc voilà. Là, il y a des endroits où on va pouvoir mettre en place des stratégies beaucoup plus, on va dire, efficaces, et d'autres où on va pouvoir être plus laxiste. Mais après, voilà, c'est toujours un peu des réponses de Normand que je fais, vous m'en excuserez, mais malheureusement, c'est un peu comme ça la biologie, quoi. On ne peut pas dire d'entrée de jeu, tu mets ça, ça et ça, et ça va marcher, c'est sûr. Donc, comme je disais, il y a l'importance des conditions de milieu. Est-ce que dans le service que vous proposez aux particuliers, parce que j'ai compris que c'était le principal de votre clientèle, est-ce que vous proposez un suivi derrière? Comment ça se passe? Alors le problème du suivi, c'est que c'est pas forcément très évident, d'autant plus que j'ai des clients dans toute la France. Par contre, il y a du conseil quant à l'utilisation des solutions biologiques, et puis on va de plus en plus aussi dans le professionnel, notamment pour tout ce qui est phéromones et pièges à phéromones. D'accord, donc professionnel, ça va être quoi?
Collectivité, Oui, alors entreprise. toute personne intéressée, D'accord. on ne peut pas se permettre, en étant une jeune entreprise, de refuser des clients potentiels. Donc voilà. Mais après, en ayant quand même des spécificités propres à nous, hein, donc la compétence dans la coccinelle, quoi. D'accord, c'est ce que vous vendez, c'est votre cru. Nous, c'est ce qu'on vend, enfin, c'est ce qu'on cherche à vendre en premier, tout du moins. Voilà. Et aux paysagistes professionnels, est-ce que vous faites de la sous-traitance pour eux ou vous leur vendez directement? Alors qu'est-ce que vous appelez de la sous-traitance? C'est-à-dire le paysagiste, il a des clients qui soient X ou Y, en collectivité ou pas, en disant j'ai une solution biologique, mais je le fais faire par telle entreprise, ainsi de suite.